Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue une dernière fois en ce qui me concerne pour cette année. Bienvenue une dernière fois pour ce médiateur at home. Voilà, troisième jour de la semaine, là pour les vacances de Noël. C'est vrai qu'on a un petit peu enchaîné. Lundi, c'était la grande conjonction Jupiter-Saturne. Hier, on parlait un peu de physique nucléaire avec Antoine Caz. Aujourd'hui, on va plutôt faire un peu de détente. Voilà, on va terminer ce qu'on a commencé il y a quelques temps maintenant, hein, il y a plus d'un mois, l'utilisation donc de ce jeu KSP, Kerbal Space Program. Voilà, la première session qu'on avait fait ensemble, on avait appris comment quitter le sol, construire sa fusée et puis aller dans l'espace. La dernière fois, on avait regardé comment faire pour naviguer, bouger dans l'espace. Et aujourd'hui, on va reprendre là où on était, ou là où on s'était arrêté la dernière fois. Et puis, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée juste à la fin de la dernière session à laquelle j'avais pas eu le temps de répondre. Question qui était très intéressante. Donc j'ai passé plein de temps pour vous créer des scènes qui permettent de montrer et d'expliquer un petit peu tout ça. Et puis ensuite, si vous voulez bien, eh bien on s'éloignera un petit peu de la Terre. Et puis on terminera la séance par un petit voyage aller-retour, normalement si tout va bien, vers la Lune. Voilà, bonjour à Zerti, salut INS, salut Phoenix, salut Minus, c'est Adrien, mon collègue au planétarium de Vaux-en-Velin, et salut Evan et Chevalet. Voilà, on est donc mercredi après-midi, hein, ça va être une session tranquille, posée. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, hein, vous êtes là pour ça. Donc posez toutes les questions que vous voulez. Si je peux, j'y répondrai. Si je peux pas, eh ben, je chercherai pour la fois suivante, comme j'ai fait pour cette fois-ci. Voilà. Allez, on va du coup repartir sur KSP. On va reprendre notre programme. Donc c'est toujours le même, hein, c'est celui que j'avais intitulé Médiateur at Home, évidemment. Et on va repartir alors sur une question. Alors je sais plus qui me l'avait posée, je l'avais pas noté. Quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi est-ce qu'on choisissait une orbite particulière plutôt qu'une autre quand on met un satellite dans l'espace. Alors je ne vais pas vous parler de toutes les orbites possibles et imaginables, il y en a plein. Il y a entre les orbites polaires, équatoriales, géosynchrones, héliosynchrone, il y en a beaucoup, mais je voulais juste donner quelques bases, voilà, sur à quoi sert de mettre un satellite à une orbite particulière plutôt qu'à une autre. Bonjour Tieno, salut Marie, salut Gecko et salut Cygnus. Voilà. Du coup, je vous ai fait quelques petites scènes. Alors, par exemple, celle-ci que j'ai terminée. Non, c'est pas celle-ci que j'ai terminée tout à l'heure. Celle-ci, je l'avais déjà faite avant. On va pas aller dans le local d'assemblage des fusées, puisqu'aujourd'hui l'objectif c'est pas de créer et de lancer des fusées. Elles sont déjà en orbite autour de la Terre. On en a 3. Donc on va aller dans le radar qui permet de savoir précisément où sont les lanceurs, les modules, les rovers que j'ai mis dans tout le système solaire. Alors, on se trouve donc autour de la Terre. Vous avez la Lune qui est ici, qu'on appelle dans le jeu la Moon, donc l'équivalent de Moon en anglais. Sauf que dans le jeu, on a aussi une deuxième Lune autour de la Terre. Elle est là. Elle s'appelle Minmus. Elle est toute petite, c'est un tout petit corps glacé. Voilà, qui tourne autour. C'est assez rigolo aussi d'aller faire un tour, sachant évidemment que encore plus loin, eh bien, notre Terre n'est pas la seule planète qu'on peut aller visiter. Alors on peut aller visiter, attendez, je vais vous mettre en plein écran, voilà. On peut aller visiter l'équivalent du système solaire, avec près du Soleil Mo qui ressemble à Mercure. On a ensuite Ève qui elle ressemble à Vénus. Donc c'est une planète avec des océans.
pourquoi pas avec une grosse atmosphère, une température de surface très très élevée, comme la vraie Vénus. Et puis derrière la Terre, on va avoir Mars, la rouge, qui est ici, qui s'appelle Duna. Et puis on termine avec Jupiter, donc c'est Jol, une grosse géante gazeuse. Et puis quelque chose qu'on pourrait imaginer être Pluton si elle avait dévié un peu vers Saturne, qui s'appelle Ilou. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Moi j'utilisais le radar pour revenir vers la Terre, hein, puisque c'est là que les choses nous intéressent. Donc vous voyez, j'ai mis 3 vaisseaux en orbite autour de la Terre. Un premier ici que j'ai appelé orbite basse, le deuxième que j'ai appelé orbite moyenne, et le troisième qui est encore plus haut. On va aller sur celui qui est sur l'orbite intermédiaire. Donc ces 3 petits vaisseaux, l'objectif c'était déjà juste de vous montrer quelque chose alors qui peut paraître évident pour beaucoup, mais qui ne l'est pas forcément. Donc dans celui-ci c'est Valentina Kärmán, voilà, qui se trouve dans le vaisseau, qui tourne actuellement autour de la Terre, enfin autour de Kerbin, puisque c'est son nom. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que on a ces 3 vaisseaux qui sont là, sur une orbite circulaire, hein, je les ai circularisés tous les 3. Je voulais vous montrer surtout quelque chose dont on avait commencé à parler la dernière fois, c'était la vitesse de révolution de n'importe quoi, n'importe quel satellite autour de la Terre. Je rappelle que satellite, ça veut dire qui tourne autour. Donc à partir du moment où quelque chose tourne autour d'autre chose, on peut le considérer comme un satellite. Donc là on a 3 satellites artificiels. Et si j'accélère le temps, ce que je vais faire tout de suite, voilà. Eh bien, là on a une illustration parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure, de cette fameuse mécanique spatiale. Cette mécanique spatiale qui fait que plus on est près d'un corps et plus on tourne vite. Alors, la dernière fois quelqu'un m'avait dit ah oui mais c'est normal, quand on est plus loin, évidemment on a plus de chemin à parcourir. Donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a la vitesse linéaire en kilomètres secondes qui est plus importante près de la Terre que loin de la Terre, mais aussi la vitesse angulaire, c'est-à-dire combien de fois vous faites le tour de la Terre en un certain temps. Et vous le voyez, hein, quand on est près de la Terre, eh bien on tourne beaucoup plus vite. Alors, à quoi ça sert de mettre des satellites en orbite comme ça sur une partie équatoriale? Alors pour l'orbite basse, c'est-à-dire pour le vaisseau le plus proche de la Terre, c'est pas forcément le truc le plus utile. Voilà, en orbite basse, il y a d'autres orbites qui sont plus intéressantes. Il y a une orbite équatoriale simple qui est vraiment sympa et qui est vraiment évidente. Ça va être la dernière. Donc la dernière, dernier vaisseau, donc le troisième là que j'ai mis le plus loin de la Terre. D'ailleurs, excusez-moi, c'était bête ce que j'ai fait. Il fallait pas que je me synchronise sur le deuxième vaisseau, mais sur le troisième vaisseau. Voilà, sur celui-ci. Hop, on y retourne. Alors pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on est près, plus on tourne vite. C'est-à-dire que les 2 premiers vaisseaux tournent plus vite autour de la Terre que la Terre ne tourne sur elle-même. C'est-à-dire qu'en un jour, eh bien, ces vaisseaux auront fait plusieurs tours. Et plus on s'éloigne, plus cette vitesse diminue, ce qui fait qu'il y a forcément à un moment, à une distance particulière, une orbite circulaire où le vaisseau va tourner exactement à la même vitesse que la surface de la Terre. Et cette orbite, là en l'occurrence, c'est la 3e orbite, voilà, qui est ici. Il se trouve que ce 3e vaisseau, que j'ai appelé orbite géostationnaire, vous voyez, je l'ai positionné, il y a la petite ligne verte, je l'ai positionné pile poil au-dessus du centre spatial dont on tire toutes les fusées dans ce jeu. Et comme ce petit vaisseau tourne à la même vitesse que la Terre, et bien vous voyez, quand on accélère le temps, et bien ce petit vaisseau reste en permanence pile poil au-dessus de mon centre spatial des Kerbal. Voilà. Donc c'est une orbite particulière, c'est là, plus près on tourne trop vite pour ça, plus loin on tournera trop doucement, donc il n'y a qu'une seule orbite circulaire qui permet de faire ça. Et par rapport à quelqu'un qui est au sol et qui regarde dans le ciel, eh bien un satellite qui se trouve sur cette orbite se trouve toujours à la même place au-dessus de la tête
de la personne, il a l'air d'être immobile, stationnaire au-dessus de sa tête, et quand une orbite est stationnaire par rapport à la Terre, eh bien on appelle ça une orbite géostationnaire. Voilà. Il n'y en a pas 36, hein. C'est pour ça que vous entendez souvent parler d'orbite géostationnaire. Cette orbite, elle est intéressante, c'est une orbite sur laquelle on met pas mal de choses. Alors, on met tous les satellites qui vont nécessiter d'être toujours au-dessus d'un seul endroit. Donc, c'est quoi? Ça peut être des satellites de télécommunication, hein, lorsque vous voulez avoir une connexion internet par satellite. On peut mettre un satellite seul immobile là-haut, comme ça vous avez le satellite qui diffuse toujours au-dessus de vous. Pour la diffusion, ça va être aussi des satellites de télécommunication, des satellites pour la retransmission télé par exemple. Lorsque vous pointez votre antenne sur votre balcon pour avoir des chaînes satellites, évidemment vous n'avez pas envie que votre antenne, vous ayez toutes les 5 minutes besoin de la bouger pour que ça pointe vers le satellite. Donc c'est pour ça qu'on va mettre tous ces satellites de télécommunication sur cette orbite particulière. Voilà. Je reviens juste un tout petit peu, voir si vous m'avez mis des choses. Tino qui est arrivé, Marie, Adrien qui nous met des informations sur les satellites géostationnaires. Ah, les satellites météo. Merci Tienou de poser la question. Alors, météo et GPS avec Azerty. Super. Les satellites GPS, ce sont des satellites qui, eux, ne vont pas être sur une orbite géostationnaire, puisque le principe pour le GPS, si vous voulez connaître votre position précise à la surface de la Terre, vous avez besoin de la position de 3 satellites, ce qu'on appelle la triangulation. Donc ça permet de faire de la géométrie. Alors c'est pas tout à fait exact, hein, on peut en avoir plus, on peut se débrouiller, etc. Mais du coup, pour les GPS, si tu veux avoir des GPS qui permettent de positionner précisément les objets sur Terre, il va falloir que tes satellites GPS, du coup, couvrent la surface de la Terre. Or, justement, ce que vous voyez ici, merci Marie d'être là avec nous, ce que vous voyez justement ici, eh bien, c'est que si vous placez des satellites sur une orbite géostationnaire, déjà ils sont très loin de la Terre, et en plus ils ne couvrent que la partie équatoriale. Donc toi, si tu veux des GPS, il va falloir que tu mettes ce qu'on appelle une constellation de satellites, c'est-à-dire des satellites qui seront un peu dans tous les sens, donc il t'en faudra beaucoup, il t'en faudra 10, 20, 30, 40, 50, de manière à ce que, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit sur Terre, une personne puisse toujours avoir 3 satellites dans le ciel qui permettent d'avoir sa position. Donc, par principe, un satellite GPS ou tout système de satellite qui a besoin d'une grande couverture à la surface du globe ne va pas se limiter à l'orbite géostationnaire, mais va plutôt se comporter en constellation, donc on va en mettre plein. Ça fait très très longtemps que sur cette chaîne on parle par exemple des satellites Starlink d'Elon Musk. Alors c'est pas pour les GPS, mais c'est pour avoir une couverture internet. Donc là encore, on a des satellites qui vont couvrir une plage beaucoup plus large, alors pas forcément toute la surface du globe pour les Starlink, mais ça va d'une latitude de plus 50 à une latitude de moins 50, je crois, au niveau du globe. Mais ouais, tu vas pas te limiter au géostationnaire. Et pour Tienou, satellite météo, alors le dernier endroit où tu veux positionner tes satellites météo, c'est bien sur une orbite géostationnaire. Pourquoi ? Parce que un satellite météo, par principe, il faut que en permanence, il puisse rafraîchir les informations que l'on a sur l'état de l'atmosphère. Donc les vents, la température, la pression atmosphérique, la couverture nuageuse, etc. Donc toi, avec tes satellites météo, tu veux des satellites qui puissent avoir une information rapide sur toute la surface de la Terre. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui se passerait si tu mets un satellite en orbite géostationnaire, puisque lui, il va avoir une position que du point au-dessus duquel il se trouve. Alors tu peux regarder un petit peu la moitié du globe qui se trouve autour. Il y a des satellites de surveillance du climat qui ont des orbites qui les font survoler à peu près toujours la même région du globe. Mais globalement, c'est pas une bonne idée si toi tu veux vraiment avoir tout le globe très rapidement, de les positionner toujours au-dessus du même point. Ou alors, ça veut dire que tu vas mettre 70 satellites sur toute l'orbite géostationnaire, mais même comme ça, tu auras une bonne couverture du globe, mais les pôles, tu les verras très mal. Donc justement, on va passer à l'autre situation.
que j'ai créé pour vous. Et d'ailleurs pour ça j'ai eu besoin d'un petit mode que j'ai rajouté, parce que KSP est un jeu qui se modifie très bien. Il y a plein de modes gratuits qu'on peut télécharger et qu'on peut rajouter. Ces modes, ça va être des modes qui, alors on peut faire plein de trucs, hein. On peut avoir des nouvelles parties de fusée, on peut attendez, je vais juste voilà, trouver ma sauvegarde, celle que je veux. Vous allez avoir des satellites qui changent les propriétés des planètes, par exemple, qui les rendent similaires vraiment à la Terre, avec la même surface que la Terre, la même taille, le même volume, qui remettent Jupiter à sa place, etc. Vous pouvez avoir des modes qui vont aider au pilotage et au calcul des trajectoires des fusées. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Donc dans cette nouvelle situation, j'ai mis autour de la Terre, alors des satellites sur, vous le voyez, des orbites relativement basses. Donc ça veut dire que ces satellites vont tourner très rapidement autour de la Terre. En ce qui concerne la réalité, la Station Spatiale Internationale, par exemple, qui est à 450-500 km au-dessus du sol, tourne tellement vite qu'elle fait 16 tours de la Terre par jour. Donc les astronautes dans la station spatiale ont 16 levées et 16 couchers de soleil en permanence. Voilà, ça fait 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit, donc c'est très rapide. Et là justement, donc j'ai 3 satellites. J'en ai un que j'ai positionné justement sur une orbite équatoriale. J'en ai un que j'ai positionné comme la station spatiale sur une orbite penchée. Et puis un que j'ai positionné sur une orbite qui passe au-dessus des 2 pôles, qu'on appelle donc une orbite polaire. C'est assez facile. Comment est-ce qu'on définit une orbite? Alors il y a plusieurs paramètres pour définir une orbite. Déjà, on l'avait dit tout à l'heure, il faut donner le périgée et l'apogée. Et puis il va falloir, une fois qu'on a défini à quoi ressemblait l'ellipse ou le cercle, il y a une autre information qui est importante, c'est comment est-ce que cette orbite est penchée. Donc c'est pour ça que là il va y avoir des séries d'angles qu'on va donner pour savoir comment positionner ces orbites autour d'un corps, ou pas forcément. Donc là typiquement on va avoir pour l'équateur, on va définir que l'orbite elle est penchée à 0 degré, donc 0 c'est le plan de l'équateur. Du coup mon orbite un peu penchée là elle est à peu près à 40 degrés d'inclinaison, et puis une orbite polaire, ça va être typiquement 90 degrés d'inclinaison. Voilà. C'est bon pour l'instant, avant que je vous montre la suite. Hop. Un satellite ne peut pas tourner en sens inverse de la rotation de la Terre. Alors déjà, c'est pas une question idiote, du coup. Il n'y a pas de question idiote. La seule idiotie, c'est de ne pas poser une question. C'est une question très intéressante à laquelle j'avais répondu la dernière fois, mais à laquelle je vais répondre de nouveau à chevalet. Tu peux tout à fait tourner dans le sens inverse de celui auquel je fais tourner tous mes satellites. Pourquoi en général on ne le fait pas? En général, c'est parce que, je l'avais dit la dernière fois, comme la Terre tourne sur elle-même, du coup, on a déjà une certaine quantité de mouvement qui nous emporte dans un sens. La Terre, elle tourne d'ouest en est, donc à chaque fois qu'on lance un satellite, on a déjà le mouvement de la Terre qui nous envoie le satellite vers l'est. Donc du coup, en général, on profite de ce mouvement, et donc on va partir vers l'est, puisque la Terre nous donne déjà de l'énergie gratos. Donc on s'en sert. Maintenant, si on voulait dépenser du carburant à gogo, ce qui est en général pas l'objectif, on pourrait tout à fait décoller, ensuite diriger la fusée vers l'ouest, dépenser une première partie du carburant pour annuler la vitesse que la Terre nous a donnée, et ensuite dépenser du carburant pour trouver la vitesse orbitale qui nous permet de tourner autour de la Terre. Donc c'est physiquement possible, c'est pas forcément rentable, et c'est loin d'être le style d'orbite qu'on utilise. Mais techniquement, on peut le faire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais Azerty, Craft Gaming, il faudrait beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça, exactement. Si on voulait faire tourner dans le sens inverse, il faudrait du coup dépenser beaucoup plus de carburant, il faut plus d'énergie. Voilà. Coût d'une mise en orbite géostationnaire plus cher qu'une orbite basse, mais de combien De combien, je saurais pas te dire. En fait, quand on va d'une orbite à une autre, quand on va d'un corps à un autre dans le système solaire, la mesure, le truc qu'on dépense et qu'on va utiliser, le problème c'est que tu peux pas parler en termes d'énergie. L'énergie c'est pas une bonne unité pour savoir ce que tu vas dépenser.
parce que cette énergie va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du poids de ta fusée. Ça va dépendre de la puissance de tes moteurs. Ça va dépendre du type de carburant que tu vas utiliser. Donc y a beaucoup de paramètres qui font que énergie, oui, mais une fois que tu l'as, si tu sais pas quel lanceur tu as utilisé, ça ne veut pas dire grand chose. Donc en fait, il y a une autre unité qu'on utilise en mécanique spatiale qui s'appelle le delta V, puisque finalement tout ça se résume à une variation de vitesse. Plus tu donnes de la vitesse à ton orbite, plus tu vas pouvoir aller loin. Donc delta en mathématiques, c'est de combien de vitesse tu dois augmenter pour pouvoir aller jusqu'à un endroit. Et du coup, cette vitesse, elle va pas dépendre de l'énergie de ton lanceur. Il faut avoir une vitesse. Après, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux pour ça. Donc, c'est ce fameux delta V qu'on utilise. Et la différence entre l'orbite basse et l'orbite géostationnaire, sincèrement, je l'ai pas de tête. Donc, je vais te dire, je ne sais pas. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc 16 tours par jour autour de la Terre. Donc on les revoit tous les 16-1, 15 heures. Alors, c'est pas exactement le cas. Parce que justement, le temps que ton satellite fasse, ou que ta station spatiale fasse un tour de la Terre, bah, la Terre, elle a tourné un peu. Ce qui fait que au bout de 2-3 tours, bah, comme la Terre elle a tourné, bah, justement, tu ne le vois plus ton satellite. Donc il faut garder tous les mouvements en tête, et c'est loin d'être aussi simple que ça. Voilà, tout à fait. Ok, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, donc je vais retourner sur mes orbites. Et maintenant, on va imaginer qu'on a un satellite météo. Voilà, satellite météo, ou non, on a un satellite de surveillance aussi, météo, de surveillance du climat, ou un satellite espion militaire, on s'en fiche, c'est pareil. Hop, je vous remets en plein écran. Et donc le petit mode que j'ai rajouté, c'est un mode qui permet, lorsqu'on allume ces toutes petites machines, tac, Start Scan. Donc en fait, j'ai rajouté, le mode me donne ce tout petit module qui est surligné en vert ici, que je peux rajouter. Et ce tout petit module, eh bien, il va me permettre d'observer la surface du globe juste en dessous du satellite et de la dessiner sur une carte. Voilà. Donc je mets en route ce petit capteur, Start, voilà. Et maintenant, je vais regarder la carte du monde qui est ici. Voilà. Donc sur cette carte du monde, j'ai mon satellite, j'ai la partie jour, c'est le gris clair, la partie nuit, c'est le gris foncé, et puis la ligne rouge, eh ben, c'est le taux de rafraîchissement de mes informations, donc qui vient régulièrement comme ça, donc à peu près une fois par seconde, eh bien, j'ai une information sur le sol qui se trouve en dessous de moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais accélérer un petit peu le temps, alors on va s'éloigner un peu de mon satellite, voilà, hop, comme ça. Donc là actuellement on est au-dessus des côtes, eh bien vous commencez à le voir sur la petite map. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Donc, pardon, excusez-moi, si j'accélère le temps, eh bien vous voyez que derrière mon satellite, sur la carte, eh bien je trace, je fais une série de photographies de ce qui se trouve pile poil en dessous de mon satellite. Et donc progressivement, au fur et à mesure que ce satellite tourne autour de la Terre, eh bien je vais pouvoir avoir une information de ce qui se passe au sol. Voilà. Donc là, mon satellite de surveillance du climat, il surveille le sol. Alors c'est très bien de surveiller le sol, c'est parfait, je vais encore accélérer un petit peu plus, on va aller plus vite. Voilà, c'est super, mais j'ai quand même un souci. C'est que comme je suis en orbite équatoriale, eh bien, j'accélère un petit peu, une fois que j'ai fait un tour autour de la Terre, eh ben, je me retrouve à mon point de départ, et donc du coup, je rescanne la même partie que ce que j'avais scanné au départ. Et du coup, mon satellite là, il n'est pas très utile, parce que du coup, il ne peut surveiller qu'une très mince bande autour de la Terre, ce qui est très chiant. Donc c'est pour ça que si vous voulez un satellite météo, vous voulez surveiller la Terre, c'est certainement pas sur une orbite équatoriale que vous avez placé votre satellite météo. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut, alors je vais éteindre ce satellite, hop, stop scan, voilà. Et puis maintenant, eh bien, on va passer au deuxième.
Et là je pense que vous commencez à me voir venir, hein, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de mon explication. Je vais choisir maintenant... Ah tiens, j'avais laissé des débris. Bon, je vais éliminer mes débris. Alors ça c'est un truc qui est très bien dans KSP et qu'on peut pas faire dans la vraie vie. C'est que si j'ai laissé des débris de fusée derrière, j'ai qu'à cliquer sur éliminer débris et hop, ils disparaissent. Donc ça c'est très bien, mais malheureusement dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, évidemment. Sur mon satellite à 45 degrés, je retourne le voir, hop, je vais allumer l'outil de scan. Hop, il est où? Il est là. Je l'allume, hop, et je reprends ma petite carte. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah évidemment, vous commencez à voir le truc venir, c'est que mon satellite, eh bien cette fois-ci, il va tourner à 45 degrés. L'erreur serait de croire que du coup, je n'aurai qu'une bande d'informations sur l'orbite actuelle, ce qui se passe en dessous. Ça, c'est une erreur, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement la Terre se déplace en dessous du satellite. Et donc à chaque orbite, eh bien, je regarde une nouvelle partie de la Terre. Et donc, on accélère le temps, et on va regarder ce qui se passe. Hop, pardon, on va centrer ça sur la Terre, très bien. Voilà, donc mon satellite là, il est en bas, hein, il est ici, en train de se déplacer. Et donc effectivement, eh bien déjà, on peut surveiller à 40 ou 45 degrés une partie beaucoup plus importante de la Terre. Et si on attend suffisamment longtemps, alors je vais accélérer vraiment beaucoup, et bien hop, vous voyez que à chaque fois que le satellite repasse, comme la Terre a un peu tourné, et bien le satellite passe devant une portion différente de la Terre. Ce qui fait que si j'attends suffisamment longtemps, avec le temps, eh bien je vais pouvoir cette fois-ci observer toute une bande qui se trouve donc, comme mon orbite est inclinée à 40 degrés à peu près, une bande qui va être entre plus 40 degrés de latitude, en haut, au nord, et moins 40 degrés de latitude au sud. Et là du coup c'est déjà vachement plus intéressant, parce que je peux observer une bande beaucoup plus importante. Et donc évidemment, le NEC plus ultra, hop, lorsque on a un satellite météo, hein, ou un satellite militaire. Bon, après, satellite militaire, il y a d'autres orbites qui sont assez sympas, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. J'arrête ce satellite-là, et puis je termine avec l'illustration du dernier. Alors évidemment, le dernier, hop, on retourne sur la station de tracking, et cette fois-ci, on va aller piloter le troisième qui est en orbite à 90 degrés autour de la Terre. Et en fait, on peut même regarder un peu les choses, on peut même comprendre ça simplement, même sans faire le dessin, hein, évidemment. L'avantage en orbite polaire, eh bien, c'est dès que j'ai fait un tour, la Terre s'est un peu déplacée, et donc je vais scanner des bandes latérales, les unes à côté des autres, et sitôt que la Terre a fait un tour sur elle-même, eh bien, avec une orbite polaire, j'ai scanné toute la Terre. Et donc, le jour suivant, je peux recommencer. Et j'ai des informations qui se rafraîchissent comme ça, sur toute la surface, avec une seule orbite et un seul satellite. C'est ça qui est évidemment le plus pratique et le plus utile. Allez, illustration. Tac, je débute le scan. Très bien. Et maintenant, eh ben c'est parti. On accélère le temps. Regardez-moi comme c'est beau. Alors certains me demanderont peut-être, ouais, pourquoi est-ce que ta bande là, elle n'a pas toujours la même largeur, elle est plus large au pôle et elle est plus fine à l'équateur. Alors ça, en fait mon satellite, lui, il scanne toujours une bande égale, que ce soit au pôle ou à l'équateur, mais ça c'est un problème qui est lié à la projection. C'est-à-dire que quand on projette la surface d'une sphère sur une carte qui est plane, eh bien on va avoir des déformations. Et en fonction du type de projection qu'on va avoir, les déformations seront différentes. Mais pour celle-ci, la plus grande déformation, elle se trouve au niveau des pôles. Donc j'accélère encore un petit peu le temps. Et vous voyez, tac, voilà, là on est au même endroit que tout à l'heure, mais la Terre a un petit peu tourné. Et donc, on va tracer comme ça des bandes latérales. Et si vous réglez bien le champ de vue de votre satellite et sa vitesse autour de la Terre, donc là il faudra régler l'altitude et puis il faudra régler l'apogée et le périgée de votre orbite, et bien vous allez voir très rapidement
la carte complète de la Terre qui va se tracer devant vous. Voilà. Donc voilà à quoi servent les orbites polaires. Elles servent à tous les objets qui doivent scanner rapidement et efficacement toute la surface de la Terre. Voilà. C'est ce petit mode que j'ai rajouté qui est assez sympa, qui est plus pédagogique qu'autre chose, parce que dans le jeu ça sert pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il explique vraiment bien les choses. Je vais revenir vers vous, savoir si vous avez des questions. Mode ScanSat, oui voilà, ce mode s'appelle ScanSat, effectivement, pour ceux qui ont Kerbal Space Program et qui voudraient le rajouter. Merci Adrien Minus pour les infos que tu rajoutes. En utilisant la carte de jeu, on peut normalement plus rapidement changer de vaisseau. Oui, t'as raison, c'est vrai, je dois pouvoir faire un clic sur le vaisseau. Faire du GIS dans le KSP, je m'y serais pas attendu. On peut tout faire dans KSP INS, on peut absolument tout faire. Voilà. Bien, c'était ma première demi-heure. Ça me paraissait important de terminer sur toutes ces histoires d'orbite. Évidemment, il y a infiniment plus de choses que ça. Si vous voulez, là encore, moi je suis beaucoup sur Twitter. Sur Twitter, il y a toute une communauté astro, mais aussi mécanique spatiale, mécanique céleste, avec plein de personnes super intéressantes à qui poser des questions, qui sont toujours ravis d'y répondre. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir. C'est pas ma spécialité. Je suis pas un spécialiste des calculs d'orbite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez passionnant et qui, vous le voyez, est dans le principe pas si difficile à expliquer. On peut quand même envoyer une cafetière géante en orbite. Bah, j'espère bien. J'espère bien, évidemment. On peut envoyer ce qu'on veut en orbite. Elon Musk enverra bientôt ce qui ressemble de moins en moins à une cafetière, hein, c'est le spaceship. Alors autant je suis très très dubitatif sur la constellation Starlink, évidemment, qui pour certaines parties de l'astronomie peuvent poser vraiment de gros problèmes en termes d'observation. Pas tous les programmes de surveillance du ciel, mais en tout cas un certain nombre. Autant je suis toujours stupéfait, encore maintenant, par la technicité et la beauté des tirs des fusées Falcon 9 actuellement, et plus tard Spaceship qui commence à prendre un peu forme. C'est vrai que c'est complètement dingue, c'est assez fou d'avoir des systèmes, des fusées autonomes qui reviennent à la niche automatiquement. Voilà, je suis très partagé, parce que autant d'un point de vue technologique, c'est un véritable plaisir à regarder, et c'est vraiment fascinant. Après, les conséquences sont pas toutes positives. Voilà. Donc j'ai pas un avis tranché là-dessus. Je suis vraiment partagé entre ces deux extrêmes, pour des raisons évidemment qui sont différentes. Allez, du coup, ce que je vous propose pour terminer pour cette année, et peut-être pour terminer pour ce confinement, je pense. Moi, vous me retrouverez pas donc la semaine prochaine, qui sera la dernière semaine de l'année, puisque c'est Camille qui fera 3 lives lundi, mardi et mercredi prochain. Avec des astronomes atomes qu'elle fera elle-même, des médiateurs atomes qu'elle fera elle-même. Donc cette semaine elle est en congé, c'est moi qui suis dans la caméra. La semaine prochaine on inverse. Et moi je profiterai de KSP, mais de chez moi, c'est-à-dire d'ici, de là où je suis, mais sans forcément retransmettre tout ça. Les soviétiques l'avaient déjà fait, le retour à la niche en auto. Ah, ça se discute, INS. Ça se discute. Ça dépend ce que tu appelles retour automatique, ça dépend où est la niche, ça dépend quelle est la laisse. Je serais ravi d'en discuter avec toi, un de ces quatre, si tu veux. Donc ouais, dernière chose maintenant, je vous propose de mettre en application tout ce que l'on a appris depuis les 3 derniers médiateurs atomes KSP, et du coup d'appliquer tout ça pour un dernier voyage qui va nous emmener de la Terre à la Lune. Je vous en parlais tout à l'heure, et puis on aura fini, je pense, pour aujourd'hui, d'ici là, après avoir répondu à vos questions. Allez, c'est parti, je retourne sur KSP, je vais vous le remettre... je vous le mettrai en plein écran tout à l'heure, donc on va arrêter avec ScanSat, merci, c'était bien. Et du coup, alors ça je l'ai préparé tout à l'heure, voilà, en route pour la Lune. On va pas démarrer au sol, parce que j'ai estimé que ça serait peut-être un peu trop long,
et qu'on n'aurait peut-être pas le temps si on voulait discuter un petit peu. Donc du coup, la situation, la voilà. Nous avons déjà une fusée, enfin un lanceur, un vaisseau. Un vaisseau, alors oui, fusée, lanceur, vaisseau, ça aussi c'est le domaine technique. La fusée, c'est un terme qui est un peu plus vieillot. On n'utilise plus forcément trop dans le domaine technique le terme fusée, bien que évidemment ça se comprend très bien. Ce qu'on appelle vraiment la fusée, maintenant on appelle plutôt ça un lanceur. Voilà. Et puis une fois qu'on est dans l'espace, le machin dans lequel se trouve l'astronaute, ça va être le vaisseau. Donc on a plutôt un lanceur et un vaisseau. Après, quand c'est automatisé, on va avoir plutôt une sonde. Si ça atterrit sur un autre corps, ce sera un atterrisseur. Si c'est télécommandé et que ça roule, ça sera un rover. Donc voilà, il y a des termes techniques qu'on peut utiliser. Mais bon, évidemment, personne ira vous chercher des noises si vous appelez une fusée une fusée. Donc j'ai mon vaisseau qui est déjà actuellement autour de la Terre, voilà, sur une orbite circulaire à 165 km d'altitude. Et mon objectif, ça va être d'aller voir la Lune. Évidemment, ce que je vais faire là va quand même relativement s'approcher de ce qu'on a fait la dernière fois. Vous vous rappelez quand on est allé dans la station spatiale et qu'on a fait un rendez-vous orbital. On était sur une orbite et on a fait une orbite de transfert qui nous faisait arriver au bon moment et au bon endroit, là sur le nouveau corps où on voulait aller. Bah là, on va faire la même chose, sauf que c'est plus l'ISS, c'est la Lune qu'on vise. Voilà. Je regarde une dernière fois. INS, Laika est moyennement revenu à niche. Oh la pauvre, oui. Alors pendant très longtemps, on a cru que Laika était effectivement revenue vivante. Moi, quand j'étais tout petit, j'ai appris en primaire que Laika était vivante. J'avais sur mes livres scolaires des petites photos de Laika. Ce qu'on a appris après, quand on a déclassifié les dossiers, c'est que on s'est aperçu que la vidéo de Laika, la vidéo du retour au sol de Laika qui jappe joyeusement dans les jambes des scientifiques, était en fait la vidéo de Laika avant de partir. Voilà. Mais ça, c'était des considérations qui malheureusement étaient beaucoup moins scientifiques que maintenant et beaucoup plus politiques, c'est sûr. On appelle ça le machin tout le temps, c'est plus simple. Oui, le machin, c'est très bien. C'est pas très spécifique, mais c'est très bien. On peut appeler ça le machin, ça pose aucun problème. Tiens. Allez, c'est parti. Je vous mets en plein écran et puis on va aller faire Alors on va aller faire un tour sur la Lune. Alors j'y vais pas pour rien, c'est pas juste pour le plaisir de vous montrer que je peux aller sur la Lune. Parce que quand on va y aller, on va refaire un peu de mécanique céleste et on va même déconstruire un certain nombre d'idées reçues que j'aime bien utiliser KSP pour déconstruire des idées reçues. Donc on va attendre d'aller sur la Lune et là-haut je vous montrerai un petit truc que tout le monde ne sait pas forcément. Allez, c'est parti. Donc première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'essaie de trouver un endroit, le moment et la direction où allumer le moteur pour partir vers la Lune. Je vais sauvegarder voilà, le jeu, histoire de pouvoir y revenir si jamais il se passe quelque chose. Donc je crée une manœuvre que je vais positionner n'importe où sur l'orbite. Je vais la positionner, je sais pas, là par exemple. Et puis maintenant, je vais dire, si je pousse en avant, dans le sens prograde, si j'allume mon moteur dans ce sens-là, qu'est-ce que deviendra mon orbite? Alors évidemment, mon orbite, elle va grandir, et je vais la faire grandir pour aller, voilà, jusqu'à l'orbite de la Lune. Bon, on s'aperçoit que si je lance mon moteur à ce point-là de mon orbite, finalement, je vais arriver sur l'orbite lunaire, mais il ne va pas se passer grand-chose. Visiblement, la Lune n'est pas là. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit point de manœuvre et puis je vais le déplacer pour voir si à un moment je peux trouver la Lune. Alors je me déplace à droite, j'ai rien, voilà, j'ai pas de Lune. Je fais regarder à gauche et là à gauche, ah ça y est, à gauche ici, regardez, tac, en violet, j'ai la Lune qui apparaît là-bas. Donc ici, c'est lorsque j'arriverai là-bas, eh bien la Lune sera exactement là, donc c'est la position future de la Lune. Et le point le plus proche auquel je passerai de la Lune sera ici, un périgée à 2066 km de la Lune. C'est complètement naze. Et au lieu de dépenser du carburant pour aller plus vite, ce qui serait très bête, je peux aussi simplement attendre un petit peu et avec la même quantité d'énergie, juste lancer ma fusée un peu plus tard. Et vous voyez que plus je retarde mon vol, et plus mon périastre se trouve proche de la Lune. Vous voyez, ici par exemple,
j'ai un périastre à 90 km de la surface lunaire, ça me paraît très bien. Si j'attends même encore un petit peu plus, avec la même quantité d'énergie, ici, là, j'ai plus de périastre parce que ma trajectoire, eh bien, elle intersecte la Lune, c'est-à-dire que je vais carrément taper dedans. Voilà. Donc je peux comme ça prévoir avec la quantité de vitesse que je vais donner et le temps, l'heure à laquelle je vais lancer mon moteur, eh ben, je peux prévoir exactement où et à quelle altitude je vais passer près de la Lune. Voilà. Une fois que ce que j'ai choisi est bon, donc admettons que ce soit ça, voilà, je suis content. Donc maintenant, eh bien, il va falloir donc que je dépense un delta V de 780 mètres par seconde, donc il va falloir balancer un peu de carburant quand même, et dans ma fusée, dans son état actuel, si je descends tout en bas, eh bien l'allumage se fera dans 4 minutes 49, et il faudra que je laisse mon moteur allumé pendant 45 secondes. 45 secondes, c'est un petit peu long. Alors je vais diminuer la quantité d'énergie que je mets, parce que j'aimerais bien pouvoir m'approcher de la Lune, mais pas brûler autant. Ouais, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Bon, bah écoutez, on va brûler pendant 45 secondes, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Hop, on se met, voilà, ici, de toute façon, vous allez voir, on va le régler. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, une autre chose que je peux vous montrer, quand on en est là, quand on a réglé son truc, alors, il se passe quand même des choses intéressantes. Il se passe des choses intéressantes parce que, normalement, en théorie, ouais, j'espère que je vais parler en moins de 4 minutes. Donc ici, vous avez en pointillé jaune ma trajectoire qui va jusqu'à la Lune, et normalement, cette trajectoire, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était une ellipse qui me faisait revenir sur la Terre. Et là, ce que je vois, c'est que lorsque j'arriverai près de la Lune, je vais frôler la Lune, et en vert, ici, j'ai la suite de ma trajectoire. Et la suite de ma trajectoire, c'est pas du tout une trajectoire de retour vers la Terre. C'est-à-dire que si je fais simplement aller sur la Lune, enfin si je fais simplement allumer mon moteur le temps qu'il faut, et après je ne touche à rien, je vais frôler la Lune, et en fait, le fait que je frôle la Lune va me donner de l'énergie gratuitement, sans que je dépense du carburant, et du coup, cette énergie supplémentaire que la Lune me donne va me permettre de partir, de quitter carrément l'attraction terrestre, et de partir dans le système solaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. C'est quelque chose qu'on fait très très souvent lorsqu'on veut envoyer des sondes, par exemple sur Jupiter, sur Saturne. Eh bien, on va s'arranger pour lancer la sonde à un moment où il y a d'autres planètes entre nous et la planète qu'on veut atteindre, pour que, en passant près de ces planètes, eh bien, ces planètes nous donnent de l'énergie, simplement la gravité de ces planètes nous donne de l'énergie, et on ressort du champ gravitationnel de cette planète avec plus d'énergie que ce qu'on avait quand on est arrivé, sans dépenser une goutte de carburant. Donc ce truc d'assistance gravitationnelle, c'est super important, on l'utilise évidemment dans KSP, on peut même faire des concours de qui consomme le moins de carburant avec ce genre de technique. C'est un peu compliqué, c'est un peu pointu à faire, mais ça se fait très bien. Voilà. Donc évidemment, vous imaginez bien que une fois que je vais arriver près de la Lune, il va certainement falloir que je fasse quelque chose, parce que si je fais rien, là, je quitte la Terre et je peux dire au revoir à mon astronaute. Voilà, le temps que je parle, il reste plus que 2 minutes avant de lancer mon vaisseau. Alors une dernière petite chose, évidemment, tout à l'heure j'ai dit que je voulais que mon vaisseau parte du point qui est ici, donc de ma manœuvre, et je veux que le vaisseau soit dirigé dans le sens avant. Pour l'instant, là, mon vaisseau il est dirigé n'importe comment. Donc il y a un truc qui est intéressant, c'est que KSP me dit, si tu veux effectivement le lancer tout à l'heure dans 2 minutes dans le bon sens, il y a la petite flèche bleue qui m'indique où je dois tourner le vaisseau pour tout à l'heure être dans le bon sens. Donc il faut que je mette le petit marqueur bleu au centre de ma navball, c'est-à-dire ici, voilà. Et là, je suis dans le bon sens pour pouvoir allumer mon moteur tout à l'heure. Donc ça me permet d'anticiper et de ne pas avoir au dernier moment en plus à bouger l'orientation de mon vaisseau. L'orientation, elle est faite, ça y est, ça bouge plus maintenant. Donc c'est assez pratique. Et maintenant que je sais que ça bouge plus, j'ai plus qu'à attendre le bon moment pour allumer mon moteur. Ce qu'on va faire, alors j'accélère un petit peu le temps. Voilà, il reste 1 minute, 50, 40, 30 secondes. Et ben écoute, 30 secondes c'est bien, on allume le moteur. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc là, je pousse à mort, dans le sens prograde, dans le sens d'avancée de mon vaisseau. Et je m'aperçois que
mon orbite bleue là, vous voyez qu'elle est en train progressivement de s'agrandir. Donc je vois en temps réel l'agrandissement de mon orbite. Et vous voyez aussi que sur la droite de ma navball, j'ai ma barre jaune qui est en train de diminuer. Lorsque cette barre arrivera à 0, eh bien j'aurai dépensé le delta V nécessaire pour faire exactement la manœuvre que j'avais prévue tout à l'heure. Donc je descends. Je vais aller voir. Alors, je vais aller voir maintenant, lorsque je veux finaliser mon orbite, je ne reste pas autour de la Terre, parce que du coup la Lune elle est loin, je ne saurais pas précisément si je suis bien au bon endroit, je vois pas grand chose. Donc je vais aller, alors je vais arrêter le moteur, hop, je vais aller sur la Lune, donc je double-clique sur la Lune, hop, et là je vois la trajectoire que j'ai prévue en mauve. Je rallume mes moteurs, et vous voyez que, maintenant près de la Lune, eh bien, je peux affiner précisément l'orbite que je veux avoir tout à l'heure. Donc je vois que mon périgée, là je suis à 245 km, j'avais prévu d'être à 41 km, donc j'allume encore un tout petit peu mon moteur, tout doucement, voilà, et j'arrêterai mon moteur exactement lorsque le périgée sera celui que je veux. Alors on va dire que je vais m'arrêter quand le périgée sera à 50 km par exemple. Donc là j'ai 100 km, 90, 80, 70, hop, 51 km, voilà. Donc là, je vais passer à 51 km d'altitude de la Lune. Évidemment, je vais y passer, mais après je vais repartir. Maintenant, mon moteur est coupé. J'ai donné la vitesse que je voulais dans le sens que je voulais. Donc maintenant, tout le voyage jusqu'à la Lune va se faire moteur coupé, puisque j'ai la bonne direction, le bon sens, la bonne orbite, j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à accélérer le temps. Voilà, je l'accélère 100 fois, 1000 fois. Voilà. 1000 fois, c'est pas mal. Alors, certains me diront, il y a quand même un souci dans ton système, c'est que ta trajectoire bleue, là, elle s'arrête dans le vide, et après, elle recommence sur ta trajectoire jaune. Pourquoi est-ce que les trajectoires ne sont pas continues? Ça, c'est une question de référentiel. C'est-à-dire que la trajectoire bleue, c'est la trajectoire de mon vaisseau dans un référentiel lié à la Terre, donc par rapport à la Terre. Et au bout de ma trajectoire bleue, je rentre dans la sphère d'attraction de gravité de la Lune, et à ce moment-là, par rapport à la Lune, eh bien ma trajectoire, ça sera la trajectoire jaune qui est ici. Ce qui fait que tout ça se rejoint évidemment, hein, puisque regardez, la Lune avance sur son orbite, mon vaisseau avance lui aussi sur son orbite, ce qui fait que lorsque mon vaisseau se trouvera à la fin de la trajectoire bleue par rapport à la Terre, il se trouvera évidemment au début de la trajectoire suivante, qui est la trajectoire lunaire. Donc là, je suis en train de foncer vers la Lune, voilà, mon vaisseau il est ici, et je fonce à 371 mètres par seconde en direction de la Lune. Évidemment, il va falloir que je fasse quelque chose, donc là, vous connaissez la technique, hein, c'est très simple. Je vais au périgée, et je clique pour mettre un point de manœuvre, voilà. Et donc au périgée, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Pour l'instant, je vais trop vite. Donc au périgée, si je veux me mettre en orbite autour de la Lune, il va falloir que je freine. Et c'est ce que je fais, du coup. Si je freine, donc si je pousse dans le sens rétrograde, ma nouvelle orbite va se fermer autour de la Lune, et à un moment, si je freine suffisamment, eh bien je vais arriver sur une orbite circulaire autour de la Lune. Voilà. Donc si j'allume mon moteur dans le sens rétrograde dans 1h 29 minutes et 43 secondes et que j'allume mon moteur pendant 14 secondes, eh bien j'aurai une orbite circulaire autour de la Lune. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre mon vaisseau dans le bon sens. Donc toujours pareil, sur la navball, je mets l'icône bleue au centre de ma navball. Donc ici on est bientôt. Voilà. Et là, ma fusée est déjà dans le bon sens pour la manœuvre de tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai plus à m'inquiéter de son orientation. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 1h 29 minutes. Alors, en accéléré, 50 minutes, 40, 30, 20, 10, hop, doucement, t'emballe pas. Voilà,
10 minutes, 9 minutes, 8, 7, 6, 5, 4, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Accélère encore un peu, 50 secondes, 40, 30, 20. Voilà. Donc il faut que je brûle du carburant pendant 14 secondes. Et ben c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. On est en sens rétrograde, hein. Là on va de gauche à droite. Et mon orbite réelle est effectivement en train de diminuer. Alors, j'ai pas atteint parfaitement l'orbite que je voulais. Pourquoi? Et ben pour une raison qui est toute simple. Là, vous voyez, il me reste encore 9 mètres secondes à dépenser, mais la fusée elle pousse plus. Et elle pousse plus pourquoi? Parce que si vous regardez sur le côté, eh bien j'ai plus de carburant sur l'étage sur lequel je me trouve. Donc il va falloir maintenant que je me sépare de cet étage. Voilà. Et que j'allume le moteur suivant, qui lui va être quand même principalement dédié à l'atterrissage sur la Lune, mais dont je peux utiliser une petite quantité de carburant, si ça me fait plaisir, pour terminer de circulariser mon orbite. Voilà. C'est purement esthétique, hein, parce que mon orbite était déjà quasiment circulaire, donc j'aurais pu ne rien dépenser du tout, c'est pas grave. Ça y est, je suis en orbite autour de la Lune. Alors là on voit pas grand chose, c'est un peu dommage, on va accélérer le temps pour voir l'autre côté, c'est quand même pour ça qu'on est venu. Ça y est, on retrouve le soleil, et on retrouve la surface lunaire, voilà. Je suis en orbite autour de la Lune, maintenant il ne me reste plus qu'à atterrir. Je fais une petite pause, pendant qu'on est autour de la Lune, je reviens vers vous, hop. J'avais jamais pensé à déplacer mon point de manœuvre pour voir le meilleur endroit d'approche, mais je t'en prie. Alors il y a ça qui est vachement bien, et l'autre truc que j'ai trouvé complètement par hasard, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton bon point de démarrage, tu ne restes pas autour de la Terre, tu cliques sur la Lune, et comme ça tu vois ta trajectoire finale, et ça te permet vraiment d'ajuster les choses très très finement. Le fait de faire passer ta trajectoire en avant de la Lune pourrait servir d'assistance gravitationnelle pour te mettre en orbite autour de la Lune. Alors, l'assistance gravitationnelle, par principe, c'est utiliser ce delta V supplémentaire, donc cette énergie supplémentaire, pour continuer plus loin. Donc l'assistance gravitationnelle, c'est piocher de l'énergie à un astre lourd pour pouvoir utiliser ça pour aller encore plus loin. Donc tu ne fais pas de l'assistance gravitationnelle pour te mettre en orbite. Par contre, en fonction de là où tu passes, tu peux soit utiliser cette assistance gravitationnelle pour gagner de l'énergie et repartir encore plus loin, encore plus vite, sans dépasser de carburant. Mais si tu passes de l'autre côté de la planète, tu vas utiliser cette assistance gravitationnelle pour perdre de l'énergie, et donc pour freiner, là encore, sans avoir à dépenser du carburant. Donc c'est ce que les sondes actuelles utilisent dans le système solaire. Quand tu veux aller sur Jupiter ou sur Saturne, tu vas plutôt utiliser une assistance gravitationnelle vers Mars ou vers la Terre, parce que tu peux revenir vers la Terre, reprendre de l'énergie, repartir, et donc tu vas avoir des assistances gravitationnelles positives qui te donnent de l'énergie pour aller plus loin. En revanche, la sonde Bepi-Colombo, par exemple, qui actuellement est en route vers Mercure, qui est au centre du système solaire, et bien là, pour descendre dans le système solaire, il ne faut pas accélérer, il faut freiner, et justement, Bepi-Colombo est passé plusieurs fois près de Vénus et près de la Terre, et au contraire a utilisé des assistances gravitationnelles négatives pour perdre de l'énergie sans avoir à dépenser de carburant, et donc pour freiner et pour pouvoir plonger dans le creux du puits gravitationnel du système solaire. Donc voilà, les assistances, elles sont vraiment, on peut en faire plein de choses, mais elles sont pas faites pour se mettre en orbite, elles sont vraiment faites pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a encore des calculs qui se font à la main où tout est informatisé pour le mouvement de sonde ou de vaisseau? De toutes les personnes que j'ai croisées, plus rien ne se fait à ma connaissance à la main. Voilà.
parce que maintenant on a des ordinateurs qui ont des puissances de calcul folles et qui peuvent te faire tous les calculs que tu veux, avec des précisions infiniment meilleures ben, à tous les calculs à la mano que tu pourrais faire. Après, ça ne t'empêche pas, et je crois qu'on le fait encore maintenant dans les écoles d'ingénieurs par exemple, les jeunes ingénieurs en aérospatial, évidemment on leur fait faire des calculs à la main, et on t'apprend surtout à calculer des ordres de grandeur. C'est-à-dire, tu fais pas un calcul précis, mais par contre tu dois pouvoir de tête estimer grosso modo la distance, le point d'arrivée, ta vitesse. Donc ça, il faut savoir le faire de tête parce qu'il faut quand même que tu aies une idée à peu près précise du problème que tu es en train de résoudre. Maintenant, pour les calculs fins, non, tout se fait à l'ordinateur. Maintenant, c'est tellement facile. Le moindre téléphone portable qu'on a actuellement a plus de capacité informatique que tout le programme Apollo. Donc évidemment, maintenant, tout se fait par informatique. Allez, on a bientôt fini, je vais vous parler de la Lune. Oh là là, -5, faut que j'aille vite, je me dépêche. Ce que je veux dire, c'est qu'en changeant ta trajectoire pour avoir une essence gravitationnelle négative, aurait réduit beaucoup la poussée pour effectuer mes... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je voulais vous montrer ça, J'ai pas dit que ce que je vous fais là est optimisé. D'ailleurs, c'est loin d'être optimisé ce que je fais. Par contre, ce que je fais, c'est fait pour pouvoir expliquer un maximum de phénomènes. Voilà. Donc il y a plein de manières plus chouettes de faire ce que je fais, et je vous encourage à essayer, à le faire, à tenter vos trucs, à vous cracher sur la Lune ou pas, il n'y a aucun souci, faites-le. C'est pas une référence que je fais là. Moi je veux surtout expliquer des choses, je veux pas vous montrer la meilleure manière de faire. Voilà. Après c'est de l'optimisation. KSP c'est aussi un jeu d'optimisation, très clairement. Allez, on file sur la Lune. Donc du coup là vous avez vu le sens dans lequel on est en train de tourner. Donc là mon vaisseau est plutôt en sens prograde. Évidemment si je veux aller sur la Lune, il va plutôt falloir que je freine. Il va falloir que mon orbite me fasse descendre vers la Lune. Donc déjà il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'il va falloir déjà que je commence par faire, c'est déjà mettre mon vaisseau dans le sens rétrograde pour pouvoir freiner suffisamment pour descendre à la surface de la Lune. Et puis tant qu'on y est, vu que je suis certain que je vais oublier tout à l'heure, je vais faire tout de suite un truc qui sera nécessaire et dont j'aurai plus à penser, c'est évidemment à étendre les pieds, parce que étendu ou pas étendu, alors c'est le gros avantage de l'espace, comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas d'aérodynamique, donc je peux déjà étendre mes pieds maintenant, je m'en fiche, c'est exactement pareil, ça changera absolument rien à mon vaisseau. Et puis maintenant, je vais commencer à freiner. Voilà. Donc je vais allumer mon moteur et vous allez voir mon orbite. Attendez, je vous montre l'allumage du moteur. Hop, voilà. Donc là j'allume en sens rétrograde et bien évidemment mon orbite est en train de se réduire. Ce qui fait que maintenant ma trajectoire va pouvoir m'amener progressivement à la surface de cet astre magnifique qui est la Lune. Alors là encore, je vais faire un alunissage qui est pas optimal, mais que j'aime bien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Hop, j'arrête, ça y est. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me laisser tomber. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc, vous voyez, si on accélère le temps, eh bien, je suis sur une portion d'ellipse qui petit à petit fait baisser mon altitude. Mon altitude, elle est en haut de l'écran. Donc je suis à 44 km, 43, 42, 41, 40 km. Donc petit à petit je descends, puis en plus je descends, plus j'accélère. Donc évidemment à un moment il va falloir faire quelque chose, ça c'est sûr. Alors ce que je vais faire, si je veux continuer à freiner maintenant, c'est aussi placer mon vaisseau dans le sens de la chute. Donc il faut que je mette le moteur dans la direction de mon mouvement actuel. Et cette direction, elle est donnée sur la navball par la petite boule jaune qui est là. C'est le sens rétrograde. Donc voilà, si je me mets comme ça, là je suis exactement dans le sens de ma chute, et donc si j'allume le moteur, évidemment je vais freiner, ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite, parce que pendant que je suis en train de parler, il se passe des trucs, et j'aimerais pas me cracher à la surface. Donc vous voyez, juste au-dessus de la navball, écrit en vert, vous avez la vitesse. Donc ma vitesse est de 300 mètres par seconde, en décroissance, 290, 280, 270. Donc voilà, je suis en train de freiner progressivement
pour pouvoir, je l'espère, tout à l'heure atterrir. Alors vous voyez sur la navball que mon vecteur vitesse est en train de s'orienter petit à petit vers le bas, puisque là je suis en train de freiner, donc plus je freine, plus j'annule ma vitesse horizontale, et il ne me reste plus que de la vitesse de chute. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa, parce que au point où j'en suis, là maintenant, eh bien je n'avance plus du tout. La seule chose que je fais maintenant, c'est que je tombe. Voilà. Donc du coup, c'est très bien. En général, je sépare les deux, c'est-à-dire j'annule d'abord ma vitesse horizontale, et maintenant j'ai plus qu'à m'occuper de mon sens de chute. C'est pas optimal, mais au moins je fais chaque chose en son temps. Je m'occupe d'une chose après l'autre, et si j'ai assez de carburant pour faire ça, bah, ça me permet d'être tranquille. Voilà. Donc on descend, on est à 96 mètres par seconde. J'allume tout doucement le moteur, hein, pas beaucoup. On est à 5 km d'altitude. Alors 5 km d'altitude, je vais rallumer le moteur plus fort pour baisser ma vitesse à quelques dizaines de mètres par seconde, parce que je ne veux pas descendre trop vite. Voilà, 50 mètres par seconde. Je vais m'arrêter à 40 mètres par seconde. Hop, c'est bien. Évidemment, dès que je coupe le moteur, vous voyez, la vitesse augmente de nouveau, hein, puisque je repars en chute libre. On voit juste à gauche de mon vaisseau, on voit l'ombre de mon vaisseau. Donc c'est ça qui va nous aider pour l'atterrissage final. Pour l'instant, je suis pas mal. Je suis assez stable. Je vais faire un petit réglage. Voilà. Tac. Voilà. Là, je suis pile poil comme il faut. Oula. Alors en fait, j'ai laissé allumer mon moteur trop longtemps, ce qui fait que du coup, j'ai tellement freiné que je suis à l'arrêt. Donc je laisse mon petit atterrisseur gagner de nouveau de la vitesse. Je rallume un petit peu le moteur. Et puis, je vais essayer de me stabiliser à quelques mètres par seconde. Donc là je freine, je baisse la puissance de mon moteur, voilà, et je vais rester à 5 mètres par seconde. Voilà, comme ça. Et là je suis à une bonne vitesse qui permet au sol de s'approcher doucement. Bon, je vais aller un peu plus vite quand même. Voilà, on y est presque. 13 mètres par seconde, c'est un peu trop rapide. On va baisser à voilà, 5, 4 mètres par seconde, c'est bien. Et j'arrive comme une fleur, je peux couper le moteur au contact. Et voilà, j'ai touché le sol et je suis arrivé sur la Lune, au centre de cette zone, à côté de ce grand cratère. Voilà, toute la planète est entièrement simulée en permanence. Et moi par contre, eh bien je suis ici. Voilà, je suis très content. Et justement, je vais pouvoir terminer ce live en vous montrant un petit truc. Je vais juste revenir vers vous pour voir si vous avez des remarques ou des questions. Ta méthode n'est peut-être pas optimale, mais elle semble ravir ton petit Kerbal. Oui, elle n'est pas optimale, mais ça me permet de parler de vitesse horizontale, de vitesse verticale, de séparer les unes et les autres. Sur les assistances gravitationnelles, à noter que dans KSP, la gestion des SOI est approximative, le mode principal implémente la physique correctement, les résultats sont impressionnants. Je t'invite à regarder les vidéos de Lagrangien en transfert d'orbite sans carburant sur YouTube. Je suis scotché à chaque fois. Oui, dans le jeu de base, on considère qu'on ne ressent la gravité d'une planète ou d'un corps que à partir d'une certaine distance de ce corps. Au-delà, sa gravité est littéralement de zéro. Alors que dans la réalité, évidemment, la gravité de la Lune, même si elle est négligeable, elle n'est jamais parfaitement nulle. Et donc du coup, pour simplifier les calculs, dans KSP, c'est seulement à partir d'une certaine distance qu'on appelle la sphère d'influence, Sphere of Influence, donc SOI, c'est quand on rentre dans cette sphère que KSP commence à prendre en compte la gravité de l'astre. Donc évidemment, c'est pas très réaliste, et il y a des modes qui permettent d'avoir des choses beaucoup plus réalistes. Tout à fait. Houston Eagle is landed, exactement, bien joué. Il est utilisé par qui? Alors c'est pas un logiciel, c'est un jeu Apocalypse. Donc tu peux l'acheter sur Steam ou directement aux développeurs. C'est un jeu, hein. C'est un simulateur, un jeu, mais c'est plus un jeu qu'un véritable logiciel pur. Oui, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Un truc très important. On va sortir de là, quand même, hein. On est venu là pour ça. On va faire une EVA.
hop, voilà mon petit bonhomme qui va sauter et tomber dans la gravité lunaire. Je vais descendre ici, donc il est ravi, mon petit Bill Kerman. Il peut regarder tout autour de lui, bien évidemment. Et ce qui va être intéressant, ça va être de regarder alors où se trouve le soleil. Alors, le soleil, il est droit au-dessus de ma tête. Donc là, il est midi solaire sur la Lune. Et on a, voilà, la Terre qui se trouve ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je voudrais que, voilà, on reste ici, qu'on regarde un peu cette Terre. Et j'aimerais maintenant qu'on fasse passer le temps et qu'on accélère le temps. Qu'est-ce qui se passe lorsque le temps passe? Eh bien, regardez, j'accélère le temps. Le fond du ciel bouge, par contre, la Terre reste toujours exactement à la même position dans le ciel. Ensuite, c'est la nuit lunaire, et la Terre est toujours au même endroit au-dessus de l'horizon. Lorsqu'on est sur la Lune, la Terre se trouve toujours exactement au même endroit dans le ciel. La Terre ne bouge jamais. Il n'y a pas de levée de Terre et de coucher de Terre comme on a des levées de Lune et de coucher de Lune sur la Terre. Bien que la Lune tourne sur elle-même, la Terre, depuis n'importe quel point de la Lune, la Terre restera toujours au même endroit. Donc quand vous voyez des vidéos où on voit la Lune qui se déplace et puis la Terre qui apparaît derrière la Lune, ça ne peut physiquement pas être une vidéo qui a été faite depuis la surface de la Lune. En général, c'est des vidéos qui viennent d'Apollo lorsqu'ils étaient en orbite autour de la Lune, lorsqu'ils tournent rapidement, et là, ils peuvent voir ou ne pas voir la Terre. Mais quand vous êtes sur la Lune, la Terre ne bouge pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas? Eh bien, vous le savez, depuis la Terre, quand on regarde la Lune nous montre toujours la même face. Ça veut donc bien dire que cette face-là voit toujours en permanence la Terre. D'accord? C'est ça qui est important. La Lune nous montre toujours la même face, et donc depuis la Lune, on voit toujours la Terre au même endroit dans le ciel. Et pourquoi est-ce que la Lune nous montre la même face? Je vous avais préparé un petit quelque chose. C'était où? C'était ici. Hop, voilà. En fait, la Lune nous montre toujours la même face parce qu'elle tourne sur elle-même. Ça, c'est pas forcément toujours évident à comprendre. Donc je vous ai mis une petite animation ici. Voilà. À gauche, c'est la situation réelle. Donc la Lune, vous voyez qu'elle montre toujours les mêmes tâches à la Terre. La Lune tourne autour de la Terre, mais la Lune tourne aussi sur elle-même. Si la Lune ne tournait pas sur elle-même, ne faisait que tourner autour de la Terre sans tourner sur elle-même, la situation serait celle qu'on voit à droite. Donc vous le voyez là, la Lune ne tourne pas sur elle-même, elle regarde toujours le même point de l'espace. Et s'il se passait ça, eh bien là, d'une partie à l'autre de sa révolution autour de la Terre, on verrait soit un côté de la Lune, soit l'autre côté de la Lune. Donc c'est bel et bien parce qu'elle tourne sur elle-même, et en plus qu'elle fait un tour sur elle-même exactement dans le même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre, ces deux mouvements sont synchronisés, ce qui fait que du coup, en bougeant, eh bien, elle va nous montrer toujours la même face. Ce qui fait que quand on est sur cette face, nous, eh bien, on verra toujours la Terre. Voilà. Ok. Voilà, c'était un petit peu le... Elle est ancrée gravitationnellement, oui, c'est de la synchronisation gravitationnelle, et c'est dû aux forces de marée entre la Terre et la Lune. Voilà. Une autre chose qui est toujours intéressante à voir, c'est que du coup, donc on va regarder sur la partie gauche, hein, la situation réelle, vous le savez certainement, la Lune met environ 1 mois pour tourner autour de la Terre, et donc ça veut dire qu'elle met aussi 1 mois pour tourner sur elle-même. Elle fait un tour sur elle-même en 1 mois. Si elle fait un tour sur elle-même en 1 mois, ça veut dire que la moitié du temps, quand vous êtes sur la Lune, la moitié du temps vous êtes éclairé par le Soleil, c'est la journée, et l'autre moitié du temps, c'est la nuit. Sur la Lune, une journée lunaire dure la moitié d'1 mois. Pendant 2 semaines terrestres, quand vous êtes sur la Lune, vous êtes éclairé en permanence par le Soleil qui avance tout doucement dans le ciel. Et au bout de 2 semaines terrestres, le Soleil se couche, et là vous êtes parti pour 2 semaines de nuit. Ce qui explique, du coup, les différences de température aussi importantes qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit sur la Lune. Le jour, le sol lunaire, la température du sol lunaire éclairée directement par le Soleil, sans jamais avoir de nuit, de nuages, d'ombre quelconque,
directement exposée à la lumière et à l'énergie solaire, eh bien la surface de la Lune en pleine journée peut monter jusqu'à plus 100, plus 120 degrés. Et à l'inverse, pendant les 2 semaines de nuit lunaire où la Lune n'a plus aucune énergie qui touche sa surface, eh bien la température de la surface de la Lune peut descendre à moins 150, moins 180 degrés. Voilà. Donc ces écarts de température sont dus justement à la très faible vitesse de rotation de la Lune sur elle-même, ce qui fait aussi, et je terminerai avec ça, que lorsqu'on a envoyé des astronautes sur la Lune, on a toujours fait attention aussi au moment de la journée lunaire où ils allaient atterrir, parce qu'évidemment s'ils atterrissent au midi lunaire, le sol fait 150 degrés, et même avec des bottes un peu épaisses, vous n'allez pas résister, et à l'inverse, la nuit, le sol est beaucoup trop froid. C'est pour ça que toutes les missions Apollo qui ont été envoyées sur la Lune ont toujours été envoyées au moment où l'endroit qu'on visait était sur le terminateur, c'est-à-dire sur la limite jour-nuit. C'est-à-dire sur cette mince partie de la Lune où il ne fait plus extrêmement chaud, mais pas encore trop froid. C'est-à-dire quand on est sur la Lune, c'est-à-dire au petit matin ou juste au soir. Mais ces moments-là, qui durent quelques jours seulement, sont les seuls moments où le sol est suffisamment peu chaud et peu froid pour qu'on puisse marcher dessus. Voilà, c'est toujours au petit matin ou au soir. Et la preuve de ce que je raconte, si vous voulez la vérifier, c'est que toutes les photos de toutes les missions Apollo que vous allez regarder, si vous regardez les ombres au sol, les ombres sont toujours très allongées, parce que le soleil est rasant, parce que c'est le seul moment de la journée lunaire où on peut envoyer des hommes marcher dessus. Voilà, plein de choses donc sur cette lune. Voilà tout ce que je voulais vous raconter. Je regarde juste si vous avez quelques questions encore. Et vu qu'il n'a pas d'échelle pour remonter dans ce module, il est condamné à mourir d'asphyxie. Alors non, pas forcément. Pas forcément parce que déjà on est sur la Lune, c'est-à-dire qu'on peut sauter. Et quand on saute sur la Lune, comme la gravité lunaire est beaucoup plus faible que la gravité terrestre, eh ben, je peux tout à fait m'amuser à sauter et atterrir, voilà, sur le bord de mon vaisseau. Et après, pareil, je peux sauter. Ah mince, je suis tombé. Donc je peux faire ça en sautant. Et puis, il faut savoir que dans KSP, les Kerbal sont aussi équipés d'un petit jetpack qui leur permet justement, par petite pression, par petite poussée de gaz, de pouvoir s'élever et de pouvoir avancer là où ils veulent. Donc je peux me diriger pour aller hop jusqu'ici, récupérer le module et rentrer à l'intérieur. Donc non, il n'est pas mort d'asphyxie, mon petit Kerbal. Voilà. Tu n'as pas de cœur pour ces petits Kerbal. Bah, il n'est pas mort. Et tout va bien. Tout va bien. C'est comme ça même sur ICS, lorsque les astronautes font une EVA, tout à fait, ils ont toujours un système RCS personnel, ouais, c'est ces petits moteurs. Alors c'est pas des moteurs chauds, hein, les RCS, ces petits éjecteurs, ça éjecte du gaz. En général, je crois que c'est de l'azote. Parce qu'en fait, on est sur le principe d'action-réaction. Hein. Si j'éjecte du gaz d'un côté, ça me pousse de l'autre. Pas besoin que ce gaz soit forcément très chaud ni en très grande quantité, surtout quand on va faire des tout petits mouvements. Donc voilà. L'icône du satellite en haut à droite est liée à un mode. Oui, l'icône du satellite, c'est le mode ScanSat que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous montrer ça. Ok, le vaisseau va atterrir au terminateur par chance. Voilà. Et puis, quelle heure est-ce qu'il est 17h15. Eh bien écoutez, je crois qu'on a à peu près terminé. Pour le retour, c'est exactement la même chose. Tenez, on va se quitter sur le retour lunaire. Voilà. On va juste redécoller. Alors vous le savez, hein, quand on arrive sur la Lune, le bas du module, la partie verte, là, on le laisse, parce que le carburant a été dépensé, il n'y a plus rien, quasiment plus rien, bon là il reste un peu, et ça n'est que la partie supérieure qui se détache et qui retourne sur Terre. La gravité de la Lune étant très faible, on a besoin de très peu de carburant et de très peu de poussée pour pouvoir quitter l'attraction lunaire et rentrer sur Terre. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Donc on va se séparer du module d'atterrissage, et on va repartir, voilà, tout doucement. On va s'incliner vers l'est, on va faire ça comme sur la Terre. Voilà, hop, et on est parti. Donc on laisse notre petit module vers l'arrière, et puis nous, eh bien, on met les moteurs, on peut dire au revoir, et on s'éloigne tout doucement de la Lune sur une nouvelle orbite qui nous appartiendra de choisir. Je vais arrêter le moteur, tac, et voilà.
Et donc c'est là-dessus, on va laisser Bill Kerman admirer la surface lunaire qui est en train de s'éloigner de lui. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, ça nous a permis encore de parler d'un certain nombre de choses aussi, je suis toujours ravi de discuter avec vous. Je vous le disais, donc cette émission pour moi était la dernière de l'année, on se reverra peut-être en début d'année en fonction de la situation sanitaire. La semaine prochaine, c'est Camille qui va faire les 3 lives lundi, mardi et mercredi. Moi je serai en congé. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Profitez bien des vacances pour ceux qui les ont, ceux et celles d'ailleurs. Reposez-vous bien, faites attention à vous et restez curieux. Au revoir, joyeux Noël et bonne fête à tous. Salut et salut!